Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque mardi, je suis avec Charles Gave qui me fait l'honneur de sa présence. Bonjour Charles. Bah oui, vous êtes très honoré, j'espère. Ah bah oui, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Alors, aujourd'hui, déjà, vous m'aviez missionné il y a quelques jours pour faire une vidéo. Alors, nous allons la faire. En fait, on va reprendre notamment des propos, des prédictions, des citations de certains personnages. L'important, on va essayer d'en faire quelque chose, de voir si ça tourne, on va essayer de voir si... Ce sera le grand discours de l'an dernier, si vous voulez, quand un personnage éminent aura dit un truc complètement idiot l'année précédente, on le reprend pour le féliciter, mais on le fera sur le système, on le félicitera beaucoup, quoi. On lui dira pas méchamment, mais juste pour rappeler à quel point il a eu raison alors qu'il a tout vu de travers, etc. Simplement, pour que ces personnages éminents soient... Comme vous savez, quand un petit chien fait des crottes dans le salon, on lui met la tête dans la crotte et puis après ça, il ne le refait plus, quoi. Peut-être si on pouvait reprendre certaines de ces personnes et leur mettre la tête dans leur crotte avec 1 ou 2 ans de retard, ils seraient peut-être un peu moins emmerdants, quoi. Ouais, alors j'ai commencé à noter quelques trucs. Il y a quand même matière à faire... Il y a du un boulot, truc pas mal. Oui, non, mais voilà, il y a quand même du boulot. Donc j'ai noté quelques... Le président de la République, beaucoup de ses ministres, il y en a quelques-uns. Voilà, on pense peut-être à Olivier Véran, Bruno Le Maire, des personnages comme ça qui ont tendance à nous dire que ce qui Bruno Le Maire, c'est trop facile. Bruno Le Maire, alors c'est très facile. Déjà, il y a énormément de choses à dire parce que faudrait presque noter toutes ces phrases déjà. Voilà. Ça commence à faire un paquet de choses à noter. Mais enfin voilà, c'est un travail. C'est un projet que je suis en train on risque de faire l'émission La Grande Ânerie de l'an dernier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en revanche, pour cette émission, j'ai plusieurs sujets à évoquer ainsi qu'une petite histoire à raconter à nos auditeurs sur le Cambodge qu'on oublie un petit peu. On oublie parfois l'importance, la densité de la révolution des Khmers rouges. 3 millions de morts, hein. C'est ce dont je voudrais parler à la fin de cette émission. D'abord, je voudrais parler des tout premiers résultats économiques en Argentine. On aime bien ce personnage de Milei, qui est un personnage quand même assez original, mais vraiment pas idiot, et qui commence déjà à avoir des résultats, puisque l'Argentine, c'est un titre d'un article du Figaro, l'Argentine a enregistré en janvier son premier excédent budgétaire mensuel en 12 ans. En 12 ans. Alors, nous, on a des déficits depuis 40 ans. Ouais. Donc, on vient de plus loin, mais peut-être... Alors, ouais, faudrait voir après si on a, nous, déjà eu des excédents sur un mois. Oh, peut-être en mensuel, on a déjà... Peut-être le jour de la rentrée des impôts sur le... Voilà, ça c'est possible. En mensuel, je sais pas jusqu'où ça vient. Mais en revanche, effectivement, en annuel, ça fait depuis 1974, depuis 50 ans, qu'on n'a pas eu un excédent budgétaire sur une année. Le dernier, je crois, c'était avec M. Barr en 78, oui. D'ailleurs, pour lui apprendre, les Français ont voté contre M. Giscard d'Estaing. Ouais. Il voulait avoir des déficits. Il trouvait ça intelligent d'avoir des déficits et que... il continue à le vouloir, à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas gagné. C'est une drogue effectivement assez addictive, la drogue de la dépense publique, et derrière on s'en fiche parce que de toute façon on s'endette. Ça se termine mal, vous savez. Ouais, non, c'est sûr, ça se termine rarement bien. En tout cas, soit faut couper net et pas que dans le gras, et parfois ça fait très mal. Soit on redresse la courbe un peu gentiment, mais aujourd'hui en France, je pense qu'on a passé ce stade depuis pas mal d'années déjà. Redresser la courbe. Mais attendez, c'était lequel? C'était Hollande qui voyait toujours des retournements de courbe qui repartaient vers le haut. Je sais pas, soudain, la croissance est en train de revenir. Il prenait la dérivée seconde ou la dérivée troisième, et tout, je me souviens, c'était amusant. Oui, c'était le retournement de courbe, c'est une des spécialités des hommes politiques français, oui. Ouais. Oui, effectivement. C'est-à-dire que si vous avez effectivement, par exemple, vous avez un chômage qui passe de 12% à 11%, on va vous dire que quand même la courbe est en train de changer, parce qu'avant, ça descend. Ça allait plus vite. Ça allait encore plus vite. J'ai vu ça aux États-Unis aussi, où il y avait la ministre du budget, oui, Madame Yellen, qui expliquait que dans les documents, le déficit allait de je sais pas combien de trillions ou je sais pas quoi, le prévisionnel, et comme il était moins fort que prévu, pour je sais pas quelle raison d'ailleurs,
ça voulait dire que le déficit baissait. Ah oui. Donc, pour résoudre vos problèmes, vous faites, quand vous arrivez au pouvoir, un truc absolument catastrophique. Le PIB va baisser de 10%, puis ensuite, il baisse que de 3%, et vous félicitez d'avoir une hausse de 7%. Quoi. Cela dit, d'ailleurs, on va en parler juste après. C'est un des objectifs de Bruno Le Maire, puisque par exemple, sur l'année 2023, on a un déficit budgétaire qui est équivalent à 4,9% du PIB. C'est bien. Et lui, il a comme objectif final d'avoir 4,4% du PIB. Mais j'ai jamais connu un ministre des Finances, sauf en période de crise épouvantable, qui m'ait dit que l'année suivante, le déficit serait en baisse. Quoi. Moi, je m'étais amusé à faire il y a quelques années le déficit budgétaire prévu, vous savez, et puis le déficit budgétaire réel, et puis c'était une courbe qui c'était toujours c'était toujours un demi-point ou trois quarts de point de PIB de plus. Quoi. Mais toujours. Donc, pourquoi une fois dans le tas, comme ça, ils n'essaieraient pas de dire j'ai aucune idée, ou pourquoi se croient-ils obligés de faire des prévisions puisqu'ils sont toujours l'air idiots? Et je veux dire, moi, juste pour ne pas avoir l'air idiot, si j'étais ministre de l'économie, je ferais des prévisions bien pires que ce qu'on me dit réellement, que les résultats comme on voit dans mon bureau. Comme ça, avec un peu de chance, au final, les résultats sont quand même catastrophiques, mais ils sont mieux que prévu. Et donc vous dites, c'est formidable, regardez, on va dans le bon sens. On va dans le bon sens, tout va bien. D'ailleurs, la courbe se retourne. Voilà, on a qu'à annoncer une décroissance de 1% chaque année, et puis après, si vous avez une croissance de 0,5%, vous passez pour un génie de l'économie. Voilà. Sont des guignols. Voilà. Donc voilà pour l'Argentine. Alors bien sûr, on n'a pas beaucoup d'informations Mais le prix là-dessus. Ne bougez pas là aussi, les loyers, il a enlevé toutes les contraintes sur les loyers. Je crois que l'offre d'appartements a augmenté de moitié, les prix ont baissé de 40%, je sais pas quoi, les locations. C'est curieux, vous voyez, ce qu'on découvre toujours, moi je trouve, c'est que dans le fond, le marché... C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, effectivement. Ça vous évite des tas de bêtises. Quoi. Ouais, et puis ça évite aussi de devoir s'en occuper soi-même. Voilà, on dit, moi j'ai rien fait. Ça évite du travail pour l'administration déjà. Donc c'est aussi bien pour éviter déjà des déficits budgétaires. Les contrôles des prix, les gens qui font les contrôles des prix et tout. Alors c'est la différence entre la France et la Grande-Bretagne, parce qu'il y a quelques années, vous savez, on a supprimé le contrôle des prix en France. Et j'ai posé le jour aux fonctionnaires français, alors le contrôle des prix, plus personne n'en occupe. Les fonctionnaires qui faisaient ça, ils font plus rien. Quoi. Enfin, je veux dire, on les a signés hier, ils m'ont dit mais non, pas du tout, on garde le processus en place, parce qu'on pourrait en avoir besoin du jour au lendemain. Donc vous avez gardé Et puis un jour, Madame Thatcher avait supprimé le contrôle d'échange en Grande-Bretagne, le vendredi soir, à la stupéfaction générale. Donc le lundi matin, quand je téléphone à un de mes copains qui travaillait à la Banque d'Angleterre au service du contrôle d'échange, je demande à la standardiste, il y en avait à l'époque, est-ce que vous me passez John Smith qui travaille au contrôle d'échange? Et elle me répond, monsieur, il n'y a pas de contrôle d'échange à la Banque d'Angleterre. Il y en avait un vendredi soir, il n'y en avait pas. Fantastique. Donc si vous voulez, c'est toute la différence. En Angleterre, ils avaient renvoyé tout le monde à leur charge d'études, et puis il n'y avait plus personne. La France, je suis sûr qu'il y a encore des gars qui sont dans les starting blocks pour recréer le contrôle des prix. Je suis sûr que ça existe. Oui, on sait jamais. On va payer déjà 30 ou 40 ans pour expliquer comment il faut contrôler le prix de la baguette de pain. C'est exactement ce genre de truc que Javier Milei a coupé directement. Donc janvier, c'est terminé sur un solde positif des finances du secteur public de 589 millions de dollars au taux de change officiel, a affirmé le gouvernement vendredi soir. Donc voilà. Alors je veux pas dire du mal des gens, mais il est à quelle taille le budget de l'État? En Argentine, alors. Non, mais en France, c'est combien? En France, c'est quelque chose comme 600 milliards, je crois. Quelque chose comme 900 milliards, je sais pas très bien. Donc, il nous casse les pieds, 900 milliards, parce qu'il va faire une économie de 15 milliards. Il a annoncé qu'il voulait faire une économie de 15 milliards, 10, je crois. 10 ouais. 10, donc il va faire une économie de 1%. Mais attendez, n'importe quel chef d'entreprise, quand les choses vont mal, vous coupez dans les frais généraux. Vous dites aux gens, vous voyagez en seconde classe et plus en première, je sais pas quoi, et vous faites 15%. Donc, en France, un type qui arriverait avec des ciseaux et qui commence à couper dans les trucs inutiles dans le budget de l'État après les dérives qu'il y a eu depuis 50 ans, vous devez pouvoir couper ce truc-là de 20% et personne ne verra la différence.
Et lui, il prend un air catastrophé parce qu'il coupe d'1%. Ouais. Et en plus de ça, sans nous dire où il va couper. Non. Parce que évidemment, il risque. Dans les cartes. En fait, il risque de choisir. Donc, il risque. Ah, mais je sais, il va couper chez les infirmières, il va couper chez les professeurs, de façon à ce que tout le monde gueule, en disant vous n'avez pas le droit de couper les dépenses de l'État. Donc, il va pas couper dans les transferts sociaux. Non, ça va pas. Non. Ni dans l'administration. Ni dans l'administration pléthorique, par exemple, les administrations régionales. Enfin, bref. Donc, ouais, pour que les gens qui nous écoutent se fassent une idée quand même de la taille du déficit budgétaire en France, en 2023, c'était 173 milliards. Donc si vous avez 173 milliards de déficit budgétaire, en fait, si vous dites qu'il vous faut 10 milliards de déficit en moins pour l'an prochain, vous ne faites que effleurer le début du problème. Et vous n'êtes pas du tout en passe de le régler. C'est qu'ils mesurent le déficit budgétaire par rapport au PIB, dont tout le monde se contrefout. Oui, ils devraient mesurer par rapport à leurs dépenses. À la dépense de l'État, tout à fait. Ça n'a aucun sens de mesurer le déficit. De ce que je produis moi, pourquoi je mesurerais, il prendrait... Bien sûr. Donc, il devrait mesurer ça par rapport à la dépense, et là, on doit être à 40%. Ah oui, c'est sûr, parce que si on avait un État qui dépensait, une participation de l'État dans l'économie qui était bien moindre, en fait, ça n'aurait aucun sens. Ça n'a aucun sens de la comparer par rapport au PIB si on ne dit pas quel est le taux de participation de l'État dans l'économie, dans le PIB. Et le PIB qui lui-même, en plus de ça, veut pas dire grand-chose à cause, en plus, de la participation de l'État dans l'économie. Et plus l'État y participe, plus le PIB veut pas dire grand-chose, en fait. Le déficit budgétaire, c'est une réalité, mais ce contre quoi il mesure, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà. Donc oui, c'est un peu bizarre d'utiliser ça comme instrument de mesure et de comparaison. Je comprends pas trop. Enfin bon. Ensuite, l'Europe. Ursula von der Leyen est candidate à sa propre succession. Et vous croyez que c'est parce qu'elle si elle ne l'était plus, elle retournerait en Allemagne et à ce moment-là, elle irait en prison à cause des saloperies qu'elle a fait quand elle était ministre de la Défense? Alors je sais pas, moi j'ai un peu une thèse, c'est que parce que pour être candidate à sa propre succession, d'ailleurs je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé pour ça, elle a dû faire elle-même une réunion avec son parti politique en Allemagne, donc le parti politique de Merkel et tout, donc la CDU. Donc en fait, c'est la CDU qui a dit à von der Leyen ok, tu peux te présenter. Ils avaient très peur de la voir revenir en Allemagne. Voilà, moi je pense que c'est un peu ma thèse, ils avaient pas du tout envie de l'avoir dans les pattes en Allemagne. Non, du coup, non, reste à la commission. Mais je trouve ça intéressant quand même parce que c'est le parti de gouvernement allemand qui décide au final potentiellement de qui va être à la tête de la commission européenne derrière, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu flippant comme information. Ah bah oui, mais ça c'est... Voilà ce qui se passe quand on abandonne sa souveraineté à des étrangers. Le parti de l'étranger, comme disait De Gaulle, dont M. Macron est un remarquable représentant. C'est le plus beau représentant du parti de l'étranger qu'on ait eu. Parce qu'en plus, il en est fier, cet animal. Oui, tout à fait. Macron défend... alors, il défend tous les Allemands possibles, du coup, à la Commission européenne. Il défend pas tellement des candidatures françaises. Bon, déjà, est-ce que ça changerait grand-chose, puisque tous les Français qui sont envoyés en haut de la Commission, c'est tous aussi des européisistes. C'est tous du parti de l'étranger. Voilà, c'est tous du parti de l'étranger. Donc même les Français, on doit pas tellement les croire. On revient à quelque chose d'important, là, donc on a déjà dit ici, mais qu'on va dire souvent. Tout à fait. C'est aux élections prochaines, vous pourrez voter pour le parti de l'étranger ou pour n'importe quel parti qui ne sera pas le parti de l'étranger. Ouais. Donc la seule directive que donne Institut des libertés, compte tenu de sa grande notoriété, de son grand pouvoir, c'est vous votez contre le parti de l'étranger. Ouais. C'est tout ce qu'on vous demande. Oui, j'ai pas de consigne de vote très précise à donner, à part juste voter contre von der Leyen, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au final, je trouve que c'est presque une bonne nouvelle, parce que von der Leyen, je pense qu'elle est assez impopulaire en Europe, et en fait, ça transforme l'élection européenne en quelque sorte en plébiscite pour ou contre Ursula von der Leyen. Ouais. Alors que d'habitude, on ne sait pas à l'avance qui va être véritablement candidat à la présidence de la Commission européenne. Ça se décide un peu au dernier moment. Merkel, bon là c'est plus Merkel, mais le chancelier ou la chancelière allemande dit oui, moi je veux tel candidat. Macron dit à l'époque il y avait les Anglais qui gueulaient aussi. Voilà, les Anglais gueulaient à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, donc les Allemands ont d'autant plus d'influence en plus de ça sur la présidence de la Commission.
Éventuellement, il y a peut-être les Italiens qui disent oui, mais moi aussi, je veux un Italien dans le bordel. Ils en ont eu. Voilà. Ils en ont eu, ça arrive. Ils en ont eu. Je crois pas que les Anglais en aient jamais eu. Hein. Je crois pas qu'il y ait jamais eu. Je crois pas, là, je ne sais Jamais. pas. Il y a eu des commissaires anglais, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je crois pas. Je n'ai pas le souvenir d'un Président de commission. d'un président de enfin du patron de la commission qui était anglais. Ça aurait changé les choses, peut-être. Donc voilà. Donc surtout, donc vous n'oubliez pas, prenez les consignes, un papier, un crayon. Vous votez pour Madame van der Leyen. Hein, c'est ça. Non, vous votez. Ah pardon, contre. Oui, c'est ça, bien sûr. Non, mais je veux dire, c'est une personne attrayante. Et d'une probité absolument insoupçonnable. Chaque porte dans tous les ministères où elle passe, il y a des affaires absolument douteuses qui sont dans sa famille. Une visionnaire, quelqu'un qui l'Europe qu'on aime tous. Ouais, voilà, c'est vraiment l'Europe de Davos, l'Europe déjà l'Europe sous domination allemande, c'est l'Europe aussi qui fait. Et ce dont on s'est rendu compte lors de cette crise ukrainienne, c'est une Europe sous domination allemande, ça veut dire une Europe sous domination américaine, parce que les Allemands font ce que les Américains leur disent. Oui. Alors que de temps en temps, il y avait des Français qui disaient non. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah déjà, c'est le premier problème vis-à-vis de la fameuse Europe de la défense, que tout le monde veut en Europe sauf les Allemands. Et je pense que si l'Allemagne n'existait pas, peut-être que cette Europe de la défense, elle existerait depuis 15 ans. Comme on l'a dit ici, il faut vite que la France se rapproche des armées italiennes et espagnoles pour essayer de commencer à créer un nucléus pour contrôler la Méditerranée. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'idée essentielle de la stratégie militaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant, puisque ça fait un peu le point avec le sujet suivant, en parlant de blocus de la Méditerranée, il y a quand même un transfert assez important actuellement qui se joue justement en vue des élections européennes. C'est un ancien directeur de Frontex, donc Fabrice Leggeri, qui était directeur exécutif de Frontex de 2015 à 2022, qui rejoint donc la liste du Rassemblement National. Alors, j'ai pas réussi à savoir encore sur à quel numéro il va être attribué sur la liste, mais enfin a priori il va être tout en haut. Et puis de toute façon la liste du RN, on sait qu'il y en aura au moins 25 je pense qui seront élus au Parlement européen. Donc voilà, c'est une belle prise de guerre quand même, parce que il est le représentant déjà c'est un peu un techno, mais c'est un techno qui a été contre la technocratie justement. C'est un techno qui était chargé d'empêcher les gars d'arriver dans l'immigration, donc c'était le gars qui surveillait les frontières. Alors il doit savoir des choses. Hein. Il doit savoir des choses, et évidemment il a beaucoup de choses à nous raconter, puisque en gros lui son boulot c'était justement de faire en sorte qu'il y ait une frontière européenne qui tienne, et de faire en sorte que les migrants ne rentrent pas. Et il va nous expliquer en fait comment justement on a fait en sorte qu'il ne fasse pas son travail. C'est-à-dire que en gros aujourd'hui Frontex ne fait pas tellement le travail pour lequel cette agence a été missionnée. C'est-à-dire que c'est une agence de transfert de migrants. Il y avait un coup génial qui avait été organisé maintenant entre la France et l'Italie, c'est qu'autrefois, quand il y avait un irrégulier qui passait de l'Italie à la France, si on le chopait immédiatement au moment où il était en train de passer, on pouvait le rendre aux Italiens, instantanément. Et maintenant, il faut qu'il y ait une commission qui statue, et ça prend plusieurs jours, etc. Puis si les Italiens ne veulent pas le reprendre, on a gagné. Donc, on voit bien que, soi-disant, les pays européens, il y a une stratégie d'ensemble vis-à-vis de l'immigration, mais dans la réalité, c'est à qui se tirera dans les pattes. Pas du tout, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout même de politique migratoire commune, et il y a juste la seule politique migratoire commune, ce serait de mettre des bateaux de guerre italiens, espagnols, grecs et français entre l'Afrique du Nord et nous, et puis on repousse tous les bateaux qui arrivent. Quoi. Ouais. C'est pas tellement difficile à faire, il suffit d'une dizaine de bateaux, et une fois qu'ils sont là-bas de l'autre côté, on fait descendre tout le monde, on regarde qu'il n'y a personne qui dort, et on le coule, quoi. Oui, en fait, on se rend pas bien compte de la simplicité du truc que ce serait. Il faut 5 frégates avec des satellites et des radars. Et on a tous les moyens, juste on met plus de moyens
justement dans les ONG pro-migrants par le biais de subventions, qu'elles soient d'ailleurs que ça vienne de l'État français, que ça vienne de certaines municipalités. Et on coule tous les bateaux. Et que ça Comme vienne ça même de finit la par leur Commission coûter européenne. cher. Hein. Voilà. C'est du trafic d'esclaves. Oui. Donc autrefois, si vous voulez, on débarquait les pauvres noirs qui étaient dans les bateaux, et on pendait les gars et on brûlait les bateaux. C'était une bonne idée. Ouais. Encore une fois, comme vous dites, il ne faut pas que le crime paye. Donc voilà, il faut faire payer le crime plus que le crime ne paye. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Et maintenant, en plus, si vous faites venir des immigrés, le crime paye et vous êtes considéré par votre concierge parce que vous avez permis à des pauvres gens d'abandonner leur pays et de venir chez nous. Ouais. C'est honteux. Et alors par rapport du coup à ce transfert de cet ancien donc directeur exécutif de Frontex jusqu'à récemment, je me posais une question de manière plus générale, c'est-à-dire est-ce que c'est pas aussi le symbole d'une certaine sociologie qui, avant ça, si jamais elle avait quelques idées vis-à-vis de l'immigration, en fait, il y a quelques années, ce type en fait aurait rejoint les Républicains. Il n'aurait pas rejoint le RN parce que il aurait été le RN était encore de Pasqua et je sais pas quoi. Voilà. Le RN était bien trop diabolisé à l'époque. Vous avez tout à fait raison, mais ça veut dire quelque chose de très net. À mon avis, le côté police est en train de basculer massivement partout en Europe. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi une sociologie, je veux dire une sociologie un peu CSP des policiers, oui. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi, je veux dire une sociologie justement d'une partie de la haute administration Haute peut-être. Administration, c'est plutôt l'administration de la police, c'est un truc un peu à part sociologiquement. D'abord, c'est souvent des boulots héréditaires. Je dis pas héréditaires, mais enfin ça passe dans les familles, c'est-à-dire que vous avez des familles de policiers parce que voilà. Et c'est intéressant parce que si vous regardez la sociologie du ministère de l'Intérieur en France, par exemple, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est la patrie des francs-macs. Donc, si vous voulez, le ministère de l'Intérieur, c'est là où il y en a ailleurs, mais il y en a beaucoup là. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une partie, la partie de terrain, en quelque sorte policière, des francs-macs qui sont en train de passer complètement à droite? C'est une question intéressante, je ne sais pas, mais je sais que dans les intentions de vote, les sondages qui sont faits dans la police, maintenant la police doit voter à 70 ou 80% pour le Front National, pour le Rassemblement National. Donc, ouais. Il y a une grosse partie qui vote aussi pour Zemmour. Les deux combinés, ça fait des chiffres effectivement très, très impressionnants. Donc oui, c'est peut-être une bonne question. Parce que quand la police abandonne un régime, en principe, c'est jamais une bonne nouvelle pour le régime, quoi. Oui, c'est clair. Quand les gaullistes ont repris le contrôle de la police en 58, c'était la fin de la 4e, quoi. Ouais. Et puis, je pense que l'administration de la police aussi, c'est une administration peut-être qui n'a pas assez de pouvoir, c'est-à-dire qu'on lui met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Ça, c'est sûr. Ça. Et en fait, c'est un peu, ça doit être assez frustrant parce que vous êtes, je sais pas, vous avez un bon poste au ministère de l'Intérieur ou alors à Frontex, et en fait, on vous a vendu ça un peu comme étant un vrai poste de pouvoir, et vous vous apercevez qu'on fait plus de choses pour vous empêcher de faire votre travail que pour vous permettre de le faire. Et en ça, il y a un peu un côté élite, mais finalement non dirigeante. Il y a peut-être une frustration. On sait que si ça tourne mal, c'est vous qui porterez le chapeau, voilà. Mais que vous pouvez rien y faire. Alors c'est pas très motivant, quoi. Effectivement, c'est sûr. Vous savez que c'est vous qui irez dans le placard, mais vous y êtes pour rien, quoi. Parce que ce truc-là, ça m'a fait penser à un sondage assez récent, un sondage de l'IFOP de début février, qui, encore une fois, bien sûr, quand on commente les sondages, c'est toujours très hypothétique, parce que le sondage, en plus de ça, essaye de jouer la présidentielle 2027, alors c'est encore bien loin. Mais cependant, ce qui est intéressant, c'est les changements avec les sondages précédents qui essayent de mesurer la même chose, c'est-à-dire que dès le premier tour, en fait, le sondage en question mesurait que Marine Le Pen récupérerait apparemment 38% des votes des dirigeants d'entreprise dès le premier tour. Et ça, c'est un vote qui auparavant était beaucoup plus
pris justement par Emmanuel Macron, parce que voilà, c'était un type compétent. Voilà, c'était un type compétent, c'était la Startup Nation, etc. Le fameux Mozart de l'économie. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui de la finance, voilà. Il n'avait jamais dirigé une baraque à frites, mais alors c'est vrai. Mais on nous a présenté comme un génie. C'était un inspecteur des finances. On a présenté ce matin Trichet, un autre inspecteur des finances qui a coulé la France. Vous en avez quand même un paquet qui ont coulé la France. Ouais, donc il est dans une longue tradition. Voilà, c'est tous des grands compositeurs de musique. C'est tous des types tout à fait éminents. Ils ont réussi à couler quelques-unes des grandes banques françaises aussi. Ce sont des types tout à fait éminents. Ouais, les Vivaldi de la monnaie. Voilà, c'est ça, les Mozart de la finance, les Vivaldi de la monnaie, les Beethoven de la banqueroute. Voilà, exactement. Donc voilà, ce que je notais avec ces deux infos combinées, c'est une partie en fait. Mais s'ils perdent la police et ils perdent les milieux d'affaires, ouais. Avec quoi ils vont gouverner ouais. En fait, ils ont perdu il y a longtemps l'éducation nationale, qui était les troupes de choc autrefois du Parti socialiste. Donc ils n'ont pas l'éducation nationale, ils n'ont pas la police, ils n'ont pas les hommes d'affaires. Il leur reste quoi, la mère de famille de 50 ans au foyer ? Plutôt celle de la grand-mère de famille de 75 ans plutôt. Parce qu'aujourd'hui, les seules classes d'âge qui ne voteraient pas pour Marine Le Pen au second tour en majorité, c'est d'un côté les étudiants, les 18-24 ans, et d'un autre côté les plus de 65 ans, donc en fait les retraités. Donc c'est les seules classes, entre guillemets, d'âge d'inactifs. Tous les actifs, et pas que, parce que évidemment c'est la grosse plus-value en termes de vote de Marine Le Pen depuis longtemps, c'est la classe ouvrière, les salariés, tout ça, ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps qu'elle a ces sociologies-là qui, avant, il y a 30 ans, il y a 40 ans, votaient pour le Parti communiste. Ça fait longtemps qu'elle les a, ces sociologies. Mais en revanche, les dirigeants d'entreprise, les cadres, tout ce qui est CSP+, et même tout simplement les classes d'actifs de base, ça fait depuis seulement quelques temps, de manière assez récente, qu'elle les a. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est très intéressant, mais ça veut dire aussi quelque chose que j'ai très bien vu aux États-Unis avec Trump, quand il a été élu, c'est que toute cette classe administrative, technocratique, les hommes de Damos, etc., se sont servis des leviers de l'État dans lequel ils étaient bien comme des Bernard l'Ermite, là, et on ne pouvait pas les faire sortir, pour empêcher Trump de gouverner. Et donc la question à laquelle qu'il faut se poser, c'est, on a vu ce qu'ils ont fait à Trump, au cas où il y aurait une avancée vers le pouvoir de Madame Le Pen, est-ce qu'il va y avoir un blocage organisé pour, dans le fond... pour qu'ils soient bloqués. Pour que ça échoue assez rapidement. Mais je ne sais pas si ça peut se passer, mais enfin, c'est pas impossible. En tout cas, si ça doit se passer, il y a des gens il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des gens qui doivent être en train de l'organiser maintenant. Ouais. Par exemple, vous pouvez peut-être analyser ce qui se passe chez CNews à la lumière de cette tentative de bloquer dans 2 ou 3 ans, quand il faudra voter pour remplacer M. Macron. Tout à fait. C'est peut-être simplement, on dit, on ne peut pas laisser CNews, qui pourrait dire du bien de Mme Le Pen, donc on va le bloquer maintenant, parce que si on le bloquait à l'époque, ça ferait désordre. Bah déjà, en fait, ils veulent, dans un premier temps, empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire que, c'est il y a 1 ou 2 jours, j'ai vu un extrait d'une émission sur RTL où les journalistes alors citaient l'exemple de la Belgique francophone en disant, bah voilà, en fait, il y a tout simplement une loi là-bas qui interdit les médias de recevoir des gens qui sont catégorisés d'extrême droite. Bon, alors on sait aujourd'hui... La question c'est qui caractérise alors, qui caractérise quelle est la définition? Évidemment, on la donne jamais, parce que comme ça permet de mettre ceux dont on n'aime pas forcément le visage dans cette catégorie. Ça me rappelle la vieille... Et derrière, du coup, il y a pas derrière d'offres politiques qui parlent véritablement aux gens. Et donc, en fait, il y a quasiment pas de ce qu'ils appellent d'extrême droite là-bas. Si vous voulez, ça me rappelle la vieille définition, vous savez, c'est la blague
quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre qu'est-ce que c'est qu'un égoïste, et l'autre lui répond c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Donc l'extrême droite, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Dans cette définition-là. Ouais. Donc quelqu'un qui ne pense pas comme moi, si vous êtes s'il est d'extrême droite, on a le droit de l'empêcher de parler. Oui, au nom de la démocratie, c'est très important. Au nom de la liberté d'expression. Voilà. Et donc, pour la première fois de ma vie, je vois des journalistes défiler en rang épais pour réclamer la censure. Oui, bien sûr. Ça me fait l'effet, si vous voulez, des gardiens de Dachau qui défileraient pour la libération des prisonniers. Vous voyez ce que je veux dire Vous dites, c'est vraiment... Mais en fait, ces types sont fous. Ouais. Quelle est la valeur d'un journaliste dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression ? Ça peut être qu'un valet. Il est nul, oui, bien sûr. On a fait une émission spéciale là-dessus, un live spécial justement sur on était très fâchés, d'ailleurs. La décision du Conseil d'État. Je veux dire, la démarche même de Reporters sans frontières est incroyable. C'est-à-dire que Reporters sans frontières, justement, ne devrait pas demander au Conseil d'État d'interdire en fait une chaîne qui pratique sa vision de la liberté journalistique. Avec le pognon de quelqu'un. C'est pas notre pognon, c'est le pognon d'une du personne mec. privée, tout à fait. Au contraire, en fait, Reporters sans frontières, à la base, a été fait pour intervenir justement dans ce cas de figure, c'est-à-dire il voit un État qui tente d'interdire une chaîne de télévision parce que voilà, sa ligne éditoriale ne correspond pas à la vision que l'État en a. Et donc, à ce moment-là, Reporters sans frontières est censé intervenir pour dire non mais c'est insupportable, vous vous rendez compte, liberté journalistique, c'est hyper important parce que sinon, les journalistes, ils sont obligés en fait de juste correspondre à votre mythe, à vous. Ils répètent les dépêches de l'agence France Presse. Voilà. C'est tout, quoi. Oui, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, ces braves gens essayent de créer un monde dans lequel tous les journalistes disent la même chose. Ouais. Mais à ce moment-là, comment on distingue le bon du mauvais ? Tout est bon. C'est-à-dire que tout est mauvais. Ils ont tous la même note. Et oui, ils sont tous à égalité, ils sont tous nuls, mais au moins on pense tous la même chose. Voilà. Pas besoin de réfléchir. Sans se poser un peu trop de questions. C'est là où votre métier a de la... Enfin, ce qui a été mon métier pendant longtemps, d'être dans les marchés financiers et tout, c'est que dans les marchés financiers, quand tout le monde pense comme moi, je suis saisi d'une trouille intense parce que je sais que ça va mal se passer et que je vais avoir tort, quoi. Ouais. Parce que la majorité a toujours tort. L'histoire est toujours faite par des tout petits individus qui changent de côté au moment critique et qui font redémarrer le système dans l'autre sens. Donc, tout en respectant la règle de la majorité, puisque c'est comme ça qu'elle s'exprime par le vote, etc., il faut faire très attention à ne pas idolâtrer le vote de la majorité. La majorité, c'est intéressant, intellectuellement, pour peu qu'il y ait des types qui la contestent sans arrêt. Oui, si c'est la majorité... Si c'est la majorité, si c'est la tyrannie de la majorité, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut, pour qu'un système fonctionne, il faut que la majorité, et puis des corneaux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ouais. Et c'est comme ça, et c'est ça qui fait une démocratie, c'est-à-dire, parce qu'un jour, peut-être ceux-là seront la majorité. Ouais. Mais une majorité sans corneaux qui gueule... C'est sûr. Ça n'a aucun intérêt. Oui, imaginerait-on, un milieu de la finance où en fait tout le monde est obligé de penser la même chose. Mais c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ça n'a aucune valeur. C'est en train qu'ils sont d'essayer de faire avec tous leurs trucs de l'économie verte, de forcer les gens à acheter des moulins à vent ou je sais pas quoi. Ils sont en train d'essayer de prendre le contrôle des mouvements de capitaux pour le mettre à l'endroit qui est majoritairement intéressant. Mais ça, je peux vous dire, ça va pas marcher. On va perdre du fric là, c'est sûr. Ouais. Donc c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, même dans la finance. Ouais. Et en tout cas, c'est ce qu'ils essayent aussi de faire dans le milieu journalistique. Et donc se pose s'ils font ça dans l'enseignement, ouais, vous vous rendez compte, si vous n'avez pas un professeur que de temps en temps, quand vous êtes en philo ou en première ou je sais pas quoi, qui vous explique la beauté de la révolte individuelle contre une majorité obtuse, si tout le monde est favorable aux poètes de cour et personne n'est favorable aux poètes maudits, vous aurez plus de poètes maudits et toutes les poésies sont nulles. Ouais, c'est sûr, les poètes de cour, c'est pas ceux dont on se rappelle le plus aujourd'hui. Non. Si vous voulez, c'est la beauté de l'individu, c'est que c'est lui qui crée. Des choses nouvelles. Il apporte sa propre valeur. Les créations nouvelles, ça arrive jamais avec une foule. Ouais. C'est toujours un type tout seul qui dit...
Et parfois J'ai contre, une vision. et parfois contre la vie de tout le monde. Presque souvent contre tout le monde. Faut se rappeler quand Mais même. aujourd'hui, le type tout seul, il prétend être payé par la majorité, donc il fait partie de la majorité, et il prétend surtout faire taire celui qui lui dit t'es un vieux con. Faut quand même, justement pour illustrer ce propos, aujourd'hui je pense que le visage par excellence de la réussite individuelle et du génie individuel, c'est Elon Musk. Exactement. Je pense que c'est incontestable. Et tout ce qu'il a fait, à peu près, était... à la limite. Je veux dire, lui valait d'être ridiculisé par tout le monde. Et alors, j'ai entendu une émission très intéressante d'Elon Musk, parce que chaque fois que je le vois sur la télévision, je l'écoute en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il va dire d'intelligent ? Il a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit, pour moi, la pierre de touche de tout raisonnement, c'est la physique. Parce que ou ça marche ou ça marche pas. Ou la fusée se pète la gueule, c'est vrai. Ou elle se pète pas la gueule. Et si vous avez mis des faux principes physiques dans votre fusée, elle va se péter la gueule. Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais les lois de la physique, c'est pas comme la loi de l'offre et de la demande, ça peut pas être aboli par le Parlement. Hein. Ouais. Oui, on peut pas abolir la gravité. On peut pas abolir la gravité, on peut pas abolir le fait qu'il y a 1000 pièces qui bougent, s'il y en a une qui pète, tout pète. Donc j'ai trouvé cette analyse de dire, il y a une partie dans la discussion, qui est, mettons, les lois de la physique, la science dure, allez, où vous pouvez pas aller raconter vos conneries. Ouais. Vous pouvez pas, là, c'est l'endroit où l'intelligence continue à régner. Oui, bah oui, l'idéologie n'est pas possible parce qu'à la seconde même où vous êtes dans l'idéologie, dans les mathématiques, tout s'effondre. Donc, dans les mathématiques, vous pouvez imaginer mathématiques imaginaires, mais la physique, c'est est-ce que votre fusée, elle va partir, elle va pas sauter au bout de 5 mètres. Ouais. Et si vous êtes dedans, vous êtes mal. Donc, il dit, la physique, c'est l'endroit où s'arrêtent les conneries. Et je me suis dit, tiens, on doit donner les cours de physique à tous les gars dans les cours de sociologie. Et effectivement, Elon Musk, c'est le type peut-être le plus intéressant aujourd'hui peut-être de la planète. Sur les 8 milliards d'individus, c'est peut-être le type le plus intéressant. Et c'est exactement à ce type de modèle mais on peut pas. Ce qu'il y a, bien sûr, et c'est à lui qu'on s'en prend. Mais ce qu'il y a, c'est que on peut pas le créer. Il arrive. Oui. Il arrive ou il arrive pas, mais on peut pas. On sait pas pourquoi il est là. On peut pas avoir une politique d'État pour faire émerger Elon Musk. Mais ça n'existe pas. Alors, il est né en Afrique du Sud, il a dans des conditions très difficiles, il a fait ses études au Canada, ce qui est bon, il y a des bonnes universités, mais enfin, c'était pas le MIT. Et puis, c'est ce génie incroyable. Et voilà, il y en a pas 36, quoi. Et peut-être, il va changer l'humanité. Alors que tous ces cornues de socialistes qui veulent un monde nouveau, ils n'ont jamais rien changé, si ce n'est pour le pire. Tout à fait. Et encore une fois, ça fait un pont parfait avec ce que je racontais juste après comme histoire. Alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, j'ai eu l'idée d'en parler aujourd'hui parce que j'ai vu un fil sur Twitter qui en parlait plutôt bien donc l'auteur de ce fil, c'est Cobra Effect sur Twitter, enfin sur X maintenant, qui donc nous rappelle la petite histoire de ce pays qui pendant quelques années a tout simplement éradiqué le capitalisme, à savoir le Cambodge. Et donc pour aller dans le vif du sujet, donc en 1975, le 17 avril précisément, on a des soldats qui sont jeunes, qui sont habillés en noir, qui arrivent dans la capitale du pays, Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge. Ce sont des militants communistes, ils souhaitent l'égalité. A priori, ils inspirent la confiance, ils ont l'air motivés, il y a des femmes parmi eux, enfin voilà. Mais très vite, en fait, avec une certaine violence, ils font le tour des appartements de toute la ville. Ils demandent aux habitants de quitter la ville, qui, selon eux, va être bombardée par les Américains. Alors certains croient à ce mensonge, d'autres pas. Donc il faut employer la force pour sortir tout le monde de la ville. Et en 48 heures, c'est donc 2 millions de personnes qui quittent la ville. Donc pour ça, quand même, pour vider toute une ville, faut aussi vider les hôpitaux, donc virer les malades sur des brancards de fortune, sous un soleil de plomb en plus. Donc je vous fais pas un dessin, on n'est plus à ça près maintenant. Les plus faibles sont achevés sur place, bien entendu. On confisque. Allez-y. Il faut savoir que pendant que tous ces événements se passaient, le correspondant spécial du Monde a fait publier des grands articles en disant
Phnom Penh libéré accueille triomphalement ses libérateurs. Génial. Ouais, Génial. Mais vous relisez les articles, mais c'était extraordinaire. Ouais. Le bonheur de toute la gauche française. Et Jean Lacouture, qui était un homme de gauche, quelques années après, donc on a su les massacres qu'avaient fait ces gens, les 3 millions de morts. On lui a dit, mais vous le saviez et vous n'avez rien dit. Et il a dit, je ne pouvais pas en parler parce que le Figaro avait été le premier à les annoncer. Ouais. Donc, Jean Lacouture, devant 3 millions, un génocide, 3 millions de morts, abominable, comme c'était fait par des gens de gauche, il ne voulait pas se ranger dans le camp du Figaro qui disait que le génocide, c'était affreux. Donc, aux yeux de Jean Lacouture, homme de gauche s'il en fut, être avec le Figaro, c'était bien pire que le génocide qui était les 3 millions de morts qui étaient là-bas. Et ce qui est génial, c'est que Jean Lacouture, en fait, donc effectivement, s'intéresse au programme des Khmers rouges. Il trouve ça absolument génial. Il dit, je n'ai pas décelé du tout la dérive totalitaire vers laquelle ça pouvait aller. Voilà, donc là, bien sûr, on trouve ça génial, etc. Et puis ensuite, quand on apprend du coup tous les crimes qui ont été commis par le régime, il s'en distingue. C'est-à-dire que sur le papier, il est totalement pour, et ensuite, quand c'est exécuté... C'était pas le communisme, c'était... Il a parlé quand même de fascisme, de fascisme tropical. Donc, sur le papier, c'est parfait, et puis ensuite, une fois que c'est appliqué, c'est pas moi, c'est la droite. Une fois que c'est un crime, c'est du fascisme. Voilà. En fait, la gauche qui lui plaît pas, en tout cas la gauche qui lui correspond totalement sur le plan des idées, mais qui les applique de la manière la plus stricte possible, à partir du moment où elle les applique, elle commet des crimes. À partir du moment où elle commet des crimes, ça devient la droite, comme par magie. Voilà. D'un coup, on n'a plus rien à voir avec ça. La gauche est toujours innocente. Ne regardez pas Staline, ne me regardez pas moi, regardez vers Mussolini, regardez vers tout ça. Alors que ça, pour le coup, c'est pas du tout la même philosophie. Mussolini était quand même le secrétaire général du Parti socialiste italien. Oui, bien sûr. Non, mais ils ont bien des inspirations communes, notamment la figure de Robespierre, bien sûr. Enfin bref, je poursuis mon récit. Donc on confisque évidemment tous les biens de valeur, on confisque les voitures, on prend des dollars aux gens, on demande s'ils ont des dollars, on leur prend et on les brûle. La banque centrale du pays est dynamitée, puisque l'objectif en fait c'est d'avoir une société sans monnaie. Voilà, c'est original. Donc sont traqués ensuite ceux qui représentent l'élite, donc les enseignants, les médecins, les religieux, les intellectuels, ceux qui parlent le français, ceux qui ont des livres, ceux qui ont des lunettes. Parce que ça veut dire qu'ils lisent. Bah voilà, ceux qui ont la peau trop blanche aussi, parce qu'ils sont suspectés du coup de ne pas travailler dans les champs, parce que en fait les Khmers rouges pour le coup c'est des ruraux, c'est vraiment du petit peuple qui a été complètement matrixé au marxisme. Et à l'origine de tout ça, il y a un homme qui avait fait ses études où ? À Paris. À Paris, Pol Pot, il avait fait ses études à la Sorbonne, c'est là où il avait pris toutes ses bonnes idées. Exactement. Donc Pol Pot, qui ne s'appelait pas Pol Pot à l'époque, qui s'appelait Salot Tsar, effectivement on commence ses études à Paris en 1949. Là-bas, il apprend tout ce qu'il faut apprendre du marxisme-léninisme. Il se réunit avec d'autres étudiants cambodgiens au début donc des années 50. Ils sont absolument tous adhérents du Parti communiste français et derrière, ils occuperont des postes du coup haut placés dans l'administration du Cambodge. Ils sont tous fascinés par la Commune, par la figure de Robespierre, par les écrits de Jean-Jacques Rousseau aussi, et bien sûr par sa thèse selon laquelle l'homme est bon et c'est la société qui le corrompt et qui le rend du coup cupide, jaloux, enfin bref, c'est la société qui donne à l'homme tous ses défauts, c'est la faute de la société capitaliste. Et donc ça, derrière, ça va avoir des implications assez profondes, parce que même si le régime en question a tenu 4 ans... 3 millions de morts. Hein. Voilà, avec quand même... Ils ont tué à peu près 40% de la population, je crois, du Cambodge. C'est assez énorme. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, on ne se limite pas du tout à la redistribution purement matérielle. On ne dit pas on met tout le monde à égalité sur le plan matériel, parce qu'en fait, derrière, il faut supprimer tout ce qui a trait de près ou de loin en fait à la construction de la société depuis des centaines et des centaines d'années. Donc je vais détailler un petit peu la politique en profondeur. Donc ce postulat de base va les forcer à essayer de
tout déconstruire en fait dans la société et du coup pas se limiter aux biens matériels. Donc on va devoir travailler dans les champs, sans machine évidemment, sans intrants. On va y vivre sans voiture, sans radio, sans machine à coudre et même sans bicyclette. Enfin, je veux dire, on est vraiment à deux doigts d'interdire le pouce opposable, limite. On interdit bien évidemment la propriété, ça va de soi, le commerce. Les citoyens deviennent en fait tous des esclaves de l'État, donc presque tous égaux dans la pauvreté et dans le servage. Les gens travaillent 10 à 12 heures par jour, même les enfants à partir de 6 ans, parce que bien évidemment les écoles sont interdites. Même les cuisines privées d'ailleurs sont interdites. Vous n'avez pas le droit d'avoir une cuisine chez vous. On doit se nourrir dans les coopératives agricoles. On abolit aussi, et ça va vraiment loin, tout le lien affectif, parce que derrière l'objectif c'est d'abolir toute individualité. Donc les papiers d'identité aussi sont supprimés, les citadins sont déplacés plusieurs fois pour éviter qu'ils aient des attaches ne serait-ce que amicales. On ne tolère plus aucune expression artistique, plus aucun divertissement. Les seuls chants qui sont tolérés en fait c'est les chants révolutionnaires. Même les mariages, figurez-vous, sont organisés de manière totalement aléatoire par l'État, parce qu'en fait tomber amoureux c'est un peu fasciste, non? Enfin je veux dire, je trouve que c'est retourner à l'individu. Et là, le but de tout ça, c'est qu'il n'y ait plus d'individualisme, le contraire de Musk, mais que des nombres, que des gens interchangeables. Voilà, on est des fourmis, allez. Voilà, vous avez à la limite un numéro et vous serez parfaitement content. Donc évidemment, on retire les nouveau-nés à leurs parents pour éviter toute reproduction culturelle, toute identité familiale. Ils deviendront donc pour certains d'entre eux les nouveaux délateurs du régime. Hein, c'est le citoyen parfait. Donc il y a des longues séances aussi d'endoctrinement où on doit confesser ses péchés vis-à-vis du marxisme. Toute erreur peut être sanctionnée. Les chefs de village ont droit de vie et de mort sur leurs habitants. Tous les citoyens, cependant, vous l'aurez décelé, j'imagine, ne sont pas égaux, puisque les Khmers rouges sont en fait les seuls citoyens de plein droit. Donc eux, ils ont des rations de nourriture complètes. C'est eux qui gèrent les coopératives agricoles, etc. Donc en fait, eux, ils ont droit quelque part à une certaine individualité. Je suis sûr que c'est eux qui ont droit aux femmes. Oui, j'imagine que de toute façon, vous voulez la femme d'un tel, vous accusez un type d'avoir caché du riz dans un trou, et puis de toute façon, voilà, ça termine avec une balle dans le crâne et il n'y a pas de problème. Hein. Donc évidemment, il y a des centres de rééducation qu'on appelle l'étude. On dit vous êtes envoyé à l'étude. Alors évidemment, vous êtes envoyé, vous n'en revenez pas. Hein, donc par exemple, une des plus grosses de ces études, c'est la prison de Tuol Sleng, dans laquelle 18 000 personnes furent détenues, dont 1200 enfants. Et il y a seulement 7 d'entre eux qui ont survécu. Donc vous imaginez quand même le carnage. J'y suis passé, et je peux vous dire c'est très curieux. Quand je suis passé vous êtes allé physiquement Physiquement, je suis allé au Cambodge bien des années après. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai été visité parce que... Eh bien, c'est curieux, les endroits où les gens ont été extraordinairement malheureux comme ça. Je suis passé aussi curieux que ça paraisse, à Leningrad, enfin à Saint-Pétersbourg. Et là aussi, il y avait eu des massacres, etc. Eh bien, je pense que les murs en restent imprégnés. Ouais. C'est-à-dire, quand vous passez dans ces pays-là, vous sentez une espèce de pesanteur, de tristesse, de mort et tout. Ce qui fait que, par exemple, quand j'étais à Saint-Pétersbourg, c'était pour mon 60e anniversaire avec ma famille, j'avais qu'une idée, c'était de repartir, quoi. Et à Phnom Penh, j'ai refusé d'aller visiter cette prison, tous ces gens étaient morts. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'on commette des crimes comme ça de façon... et que ça ne reste pas quelque part, pendant longtemps en tout cas, dans l'atmosphère. C'est affreux. Ouais. C'est affreux. Vous sentez qu'il y a eu tellement de gens qui ont été malheureux que c'est affreux. Ouais. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Et c'est incompréhensible, mais c'est toujours la même chose, c'est de refuser à chaque homme son individualité. C'est-à-dire, dès que vous faites preuve d'individualité,
vous êtes massacrés, vous êtes... Donc, la base de ce socialisme tyrannique, c'est toujours le refus de l'individualité. Ouais, tout à fait. Et à chaque fois, en fait, à chaque étape, on se rend compte que l'homme est fait nécessairement pour avoir une individualité. Et donc, quelle que soit votre politique... Mais d'abord, vous avez un ADN qui est complètement unique. ADN. Et d'ailleurs, c'est une contradiction du régime que je note par la suite, parce que quand quelqu'un était condamné par le régime, toute sa famille pouvait y passer aussi. Oui. Parce qu'en fait, il fallait abolir quelque part la racine génétique du mal, selon eux. Donc en cela, les Khmers savaient peut-être qu'il y avait un rôle du coup de la génétique dans l'individu. C'est une contradiction, parce que si l'homme naît bon, si j'ose dire, ceux qui sont nés après, qui sont de la même famille, ils n'ont rien à voir avec le public, quoi. C'est pas parce que votre père a fait une faute que vous êtes coupable. Donc, de tuer les gens autour parce qu'ils ont des liens communs, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne seraient pas nés bons. Par nature. Par nature. Par la biologie. Par la biologie. Quelque part, ouais. Ce qui est le contraire de ce que dit Rousseau. Ce qui est tout à fait contradictoire, puisque eux, pour eux, le mal est dans la culture. Donc, si vous êtes mauvais, en fait, si votre père est mauvais et que vous l'êtes aussi, c'est à cause de la culture peut-être que vous a transmis votre père, mais pas du tout à cause de votre ADN. Mais le petit-fils. Or, donc il y a un arbre particulièrement connu au Cambodge sur lequel on fracassait quand même le crâne des enfants, voire des nourrissons, dont les parents avaient fauté. Donc sur les nourrissons, évidemment, il y a pas de culture par nature. C'est pas parce que je sais pas, son père a pas pu lui lire Adam Smith ou Frédéric Bastiat le soir pour aller dormir. Donc il a pas pu être imprégné de culture libérale et individualiste. Donc c'est bien que pour eux le gène en fait est dans la nature déjà. Donc c'est contradictoire. Donc c'est tout à fait contradictoire. Donc évidemment l'objectif c'est d'éradiquer en fait le mal à la racine, et là mais si le mal c'est dans la vie, c'est toutes les débats tout ce qu'avait dit ici d'ailleurs ce bon Bock-Côté, quand il avait dit la différence entre la gauche et la droite, c'est que la droite sait que chaque homme porte en lui le mal, et la gauche pense que c'est pas vrai, que l'homme est bon. Et donc, à partir du moment où l'homme est bon, vous pouvez commettre tous les crimes pour empêcher les autres qui auraient... Et donc cette différence entre le péché originel qui est accepté et le péché originel qui est refusé, c'est ça la vraie ligne de fracture de la gauche. Ouais, effectivement, il y a une vraie, il y a un clivage philosophique là-dessus. Je m'accepte, vous savez, c'est le vieux truc de la religion catholique. Je m'accepte comme pécheur. Ouais. Je reconnais que j'ai fait des conneries. Alors que la gauche croit qu'au départ vous n'êtes pas pécheur, et une fois qu'il s'avère que vous l'êtes, ça ne vous sera jamais pardonné. Voilà, c'est ça. Mais en plus, c'est péché contre la gauche, c'est-à-dire, quand je réclame mon individualité, mon individualisme, je suis dans mon droit. Oui. Eux, ils sont dans mon tort, dans leur tort à me le refuser. C'est sûr, ils ont aussi leur propre vision de ce que c'est le péché, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, le péché, c'est de reconnaître que je suis pécheur. C'est ça le péché, pour eux. Ouais, tout à fait. Donc au bout de quelques temps, vous vous en doutez, l'incompétence amène la famine, amène les problèmes de santé, puisque si tout le monde est égal, en quelque sorte, si tout le monde travaille dans les champs, si on veut massacrer les médecins, tous les gens qui ont fait des études, derrière tout le monde s'improvise médecin, tout le monde s'improvise ingénieur, donc la qualité des champs se dégrade, l'irrigation ne fonctionne pas, on injecte, ça j'ai trouvé ça très intéressant, on injecte des mixtures à base de plantes dans les malades sans changer les aiguilles, donc en plus de ça on transmet les maladies les plus mortelles les uns aux autres. Toutes les rations de riz journalières baissent au fur et à mesure pour passer de 250 grammes par personne au début à 10 grammes par personne. Alors je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 10 grammes de riz par jour. Moi je pense que je crève au bout d'une semaine. Une semaine, vous rigolez un peu moins. Mais en plus, il faut voir, ils sont pas gros les Cambodgiens. Ils sont gros comme ça, quoi. Oui, déjà, ils sont déjà pas épais. 45 kilos ou 50 kilos, je veux dire, les femmes surtout, c'est pas gros. C'est ni des Irlandais, ni des mecs des îles. C'est pas des mecs des îles Samoa, quoi, qui font 110 kilos à 15 ans. C'est pas pareil.
Voilà, c'est pas ça. Et alors, ils ont quand même un partenariat avec la Chine qui leur envoie, avec leur grand cœur, de la nourriture avariée pour cochons, pour les aider quand même. Évidemment, le régime, après, s'en fiche d'avoir un grand nombre d'habitants, il s'en fiche d'avoir énormément de morts. Au contraire, en fait, ça fait moins de personnes à surveiller. Et puis derrière, en fait, si vous survivez à tout ça, vous êtes quelque part des survivants du marxisme. Vous êtes fait pour ce régime politique quelque Alors, part. ce qui est intéressant, je crois que ça s'est terminé avec les Vietnamiens qui sont rentrés. Tout à fait. Pour liquider les Khmers. Exactement. Et ça, c'est les Vietnamiens qui sont rentrés. Ouais. Et alors ça aussi, je trouve que c'est une belle moralité. C'est-à-dire qu'en 1979, donc 4 ans après la révolution des Khmers, il y a les Vietnamiens qui débarquent pour les chasser, pour les tuer aussi. Je trouve que c'est intéressant parce que aussi, quand vous avez cette vision de déconstruction totale de votre propre société, de revenir à ce genre de pratiques, de l'agriculture, voilà, sans amélioration des techniques, en fait sans capitalisme. Derrière, vous n'avez pas juste un problème vis-à-vis de votre propre société, vous avez un problème de puissance vis-à-vis de la société d'à côté, vis-à-vis du pays d'à côté. C'est-à-dire que pendant que l'autre, en fait, est en train de développer des chars d'assaut et des avions, et encore, les Vietnamiens... Il y avait plein de gars qui se barraient à pied du Cambodge pour aller au Vietnam, parce qu'ils étaient en train de mourir. Donc ils en avaient marre de recevoir des gars, déjà. Ouais. Donc c'était pas une question de puissance, c'est qu'ils ont vu que c'était un massacre, quoi. Ouais. Et donc ils sont intervenus. Et je trouvais ça assez rigolo de communistes intervenant pour nettoyer d'autres communistes. Ouais. C'est entre guillemets les communistes sérieux qui allaient liquider les communistes un peu bizarres d'à côté. Il y a de ça. C'est pas comme si les communistes d'Hanoï, etc., étaient des bienfaiteurs de l'humanité et des anges, etc. Parce que, par exemple, tous les Chinois d'origine chinoise, parce que dans toute l'Asie, il y a des populations qui sont d'origine chinoise, avaient été chassés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des bateaux où il y avait Raymond Aron et Sartre qui avaient parlé des bateaux, et où tous ces gens se barraient du Vietnam communiste en bateau, et il y en avait plein qui coulaient, il y a eu je ne sais pas combien de milliers de morts, et donc c'est ces mêmes-là qui faisaient fuir tous les Chinois dans des bateaux en papier, là, et qui ensuite sont venus sauver les Cambodgiens. Donc tout ça est compliqué. Ouais, c'est dire à quel point les Khmers étaient quand même sacrément atteints, quoi. C'est-à-dire que pour que ce soit les Vietnamiens qui viennent foutre de l'ordre dans leur pays, les Vietnamiens de 79, c'est que vraiment fallait être sacrément bizarre. Donc le bilan, alors on y vient. C'est au bas mot 1,7 million de personnes. Vous avez parlé de 3 millions. Effectivement, les estimations se situent dans ces chiffres-là. Alors déjà, si on part de l'estimation base, donc 1,7 million, ça fait 21% de la population. Donc vous massacrez 21% de votre population en 4 ans. C'est quand même énorme. Et derrière, on en a parlé de gens. Ils n'ont jamais été vraiment jugés. Il y a eu des jugements faits par les Nations Unies, mais ça n'a jamais été appliqué. J'ai jamais très bien compris. Parce qu'on se heurtait aussi à des difficultés. C'est est-ce qu'on peut juger des gens, les dirigeants d'un autre pays, parce qu'on retrouve les problèmes des procès de Nuremberg et tout. Ça touche à des tas à l'indépendance des nations, etc. Donc c'est vraiment... Il y a eu une condamnation générale, il y a eu des jugements, mais je crois que le principal coupable a terminé sa vie plus ou moins sans rien, quoi. Il n'est rien arrivé. Donc tout ça a été une très curieuse affaire. Ouais, effectivement, oui, il y a une condamnation générale, mais c'est un peu abstrait. Oui, il y a une condamnation morale générale, mais les gars, ils ont pas été pris. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans notre propre administration, c'est-à-dire que chacun rejette la faute sur quelqu'un d'autre. J'obéis. Évidemment, alors soit c'est j'obéis, donc les ordres viennent d'en haut, soit c'est non, mais c'est lui qui a mal compris ce que je lui ai demandé. Donc parce qu'en fait, pour le coup, il n'y a pas vraiment eu de massacre à proprement organisé de tout le monde. C'est en fait c'est un peu la société d'un coup qui devient complètement désorganisée. J'ai parlé de la société, on voit ça parfois. C'est
C'est une analyse, si vous voulez, ce que dit René Girard, dont on a souvent parlé ici, c'est que une société qui devient complètement égalitaire devient extraordinairement violente, puisque vous ne pouvez pas vous distinguer. Et donc c'est ce qu'on appelle le mimétisme d'appropriation ou le crime mimétique. Et donc ce qui s'est passé dans notre société, c'est qu'ils ont mis une société complètement égale, et elle est devenue automatiquement extraordinairement violente, et elle s'est entretuée. Et donc c'est la conséquence de la recherche de l'égalité. Donc tout politicien qui cherche l'égalité est par définition un criminel en puissance. C'est pas l'égalité des chances, mais l'égalité des résultats. Parce qu'il pense qu'être tous pareils, c'est une bonne chose. Alors que le projet divin, s'il y en a un, c'est que nous soyons tous différents et que nous acceptions nos différences. Et donc j'ai toujours été fasciné de voir ces gens qui réclament l'égalité de résultats, parce que ça veut dire qu'ils sont criminels dans l'âme. Oui. On l'a bien vu. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr, déjà entre... C'est un argument, je trouve, génial qui a été formulé par Thomas Sowell. Oui. C'est le fait que, déjà, on pouvait trouver des différences, évidemment, de caractère, d'intérêt, de résultats entre des frères et sœurs. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont déjà un capital génétique extrêmement proche. Et la même éducation. Qui ont la même éducation, probablement la même école, en tout cas les mêmes parents. Donc voilà, peut-être même la même chambre, la même bibliothèque dans le salon. Enfin, je veux dire, tout ça est parfaitement... Enfin, c'est le rêve communiste, en fait. Malgré ça, ils arriveront nécessairement à des résultats différents. Ah mais moi, j'ai eu 4 enfants. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui fait comme l'autre. Ils sont tous aussi différents qu'il est possible, c'est dingue, quoi. Donc, déjà que c'est impossible à faire déjà avec des frères et sœurs, imaginez pouvoir le faire sur toute une population, sur des millions de personnes. C'est pas désirable. C'est ni désirable ni possible. Ni possible, parce qu'il y avait un bouquin qui était sorti de gens qui voulaient que tout le monde se ressemble, parce qu'il y en avait qui étaient beaux, d'autres qui étaient laids. Alors on fait subir des opérations chirurgicales, c'était dans les années 45 à Londres. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tous pareils, maintenant, ils se ressemblent tous, mais il y en a qui ont du charme et d'autres qui n'ont pas de charme. Alors, qu'est-ce que vous faites de ça ? Ah oui. Bah, vous interdisez le charme, tout simplement. Mais c'est un peu difficile, parce que c'est pas de sa faute s'il a du charme, le pauvre vieux. C'est pas faux. Il y a une façon gentille de sourire ou j'en sais rien. Ouais. Donc, voyez, voilà, c'était juste pour vous dire que cette recherche d'égalité, vous en avez un exemple parfait là, c'est celle qui ronge la société française depuis la Révolution française. Cette recherche de l'égalité, ce refus de la différence, ce refus d'accepter qu'il y ait des résultats différents, c'est ça qui tue la France depuis 2 siècles. Et c'est pas par hasard si beaucoup de ces criminels ont fait leurs études en France. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas un hasard. Donc c'est pas la plus belle partie de notre histoire, ni la plus glorieuse partie de notre histoire intellectuelle. Ouais. Et je vous ai bien détaillé les inspirations de ces gens-là. C'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Robespierre, c'est la Commune de Paris. Il faut savoir que Robespierre avait introduit, puisqu'on a parlé de Badinter, le premier texte législatif pour empêcher la peine de mort. Fantastique. C'est Robespierre qui l'avait fait, je crois. Au début de la Révolution, non, la peine de mort va être abolie. Et c'est le mec qui a coupé le plus de têtes. Ouais. Donc, si vous voulez, ça fait partie aussi de ceux qui ont une idéologie comme ça. En général, ils vous coupent les têtes derrière avec beaucoup d'entrain. Ouais, généralement, c'est des gens qui doivent passer par l'extrême inverse de ce qu'ils défendent, entre guillemets, parce que ce que disait temps. Saint-Just, c'était pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est-à-dire couper les têtes des gars qui sont pas d'accord avec moi. Ouais. Comme c'est un méchant, je fais une œuvre utile, quoi. Ouais. Et ensuite, on pourra éventuellement... Une fois qu'on aura coupé suffisamment de têtes, le monde sera enfin bon. Une fois qu'on aura coupé la tête de 80% des gens, on pourra abolir la peine de mort. Voilà. Ouais, au lieu de juste couper la tête des criminels les plus monstrueux qu'on puisse imaginer. Enfin voilà. Et puis, bien sûr, nous en avons parlé. Derrière, c'est aussi toute cette gauche française intellectuelle de ces années-là. En faveur qui a été Khmers rouges. totalement... Quand vous disiez ce que vous dites maintenant, qui a été connu assez vite, il vous disait que vous mentiez. Ouais. Que c'était pas vrai. Moi, je me souviens, on avait mes parents avaient une maison sur les coteaux de Toulouse, et à l'époque, avec ma femme, on nous avait demandé de prendre 2 petits-enfants cambodgiens, un garçon et une fille, dont les parents avaient pu s'échapper et travailler à Paris, mais on ne savait pas où les foutre, donc on nous les avait confiés. Bon.
Et on les avait amenés dans notre commune du Sud-Ouest, là. Et quand on est descendu à la messe avec les enfants et tout, les gens étaient fâchés contre nous, comme tout contre nous. Parce que, en quelque sorte, on était en train de leur... Mais nous, on ne le savait pas, hein. On était en train de leur montrer les résultats d'un crime de gauche. Et comme tous les gens là étaient de gauche, les gens étaient fâchés d'avoir recueilli 2 petits-enfants cambodgiens. Ça nous a été reproché comme si... comme si vous aviez tué leurs parents, quoi. Comme si non, mais comme vraiment une mauvaise manière, quoi. Ouais. Je m'étais dit, mais Dieu, on n'est pas gâtés. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr, ils ont un problème de responsabilité énorme. Et ce qui est dingue, c'est que parfois, peut y avoir des régimes qui commencent avec une certaine philosophie, et puis la manière qu'elle a de s'exécuter change éventuellement au fil des dirigeants. Voilà. Par exemple, c'est sûr, ceux qui ont défendu la révolution russe de 1917 sont pas ceux à qui on a demandé des comptes derrière en 1989. Parce on leur a pas demandé beaucoup de comptes. Voilà, on leur a pas demandé beaucoup de comptes déjà. Et puis forcément, ceux qui étaient là en 1917, ils étaient morts depuis longtemps. Là, comme ça n'a duré que 4 ans, ceux qui étaient là au début pour applaudir cette révolution des deux mains étaient là aussi à la fin pour leur demander éventuellement des comptes. Et ils ont tous applaudi des deux mains en 1975 et ils ont tous dit que c'était pas leur faute en 1979, qu'ils avaient rien à voir avec ça, que c'était de la droite, que c'était du voilà. Ouais, évidemment. Donc voilà, je tenais à rappeler cette histoire. Petit truc historique intéressant, parce qu'encore une fois, on revoit cette démarche perpétuelle de la recherche du robot. À la place d'être émerveillé par la qualité de chaque individu, qui sont tous différents, on met à la charge de la personne cette qualité d'avoir du talent, d'être différent, de courir plus vite, de sauter plus haut, ou j'en sais rien. Et je trouve cette recherche, ce refus de la différence, et ce refus de la beauté, ce refus criminel, c'est vraiment le crime contre l'esprit, ça. Effectivement, je suis d'accord. Donc vive la liberté et vous êtes les... Regardez un type comme... comment il s'appelait le chanteur, là, qui était laid comme un pou... il y en a un paquet. Il y en a un paquet, oui. Non, bref, et celui qui était marié avec cette Anglaise, et puis qui a eu avec Deneuve, etc., qui a eu 2 filles. Bon, ben il était laid comme tout. Et il avait une maison dans le quartier latin là-bas. Mais, il était laid comme tout, mais il avait énormément de charme, et il est sorti avec la plus jolie femme de tous les temps. Donc, il aurait pu se dire, je suis laid comme un cafard. Et sans vouloir la faire entière. Rien du tout. Ouais. Ouais, quand il s'agit des femmes, en général, on s'accroche un peu. On s'accroche un peu, pas tout le monde. Bon, on maximise ce qu'on peut faire. Enfin voilà, je tenais à raconter cette histoire parce que en général, alors on parle beaucoup quand on parle des régimes totalitaires, que ce soit au collège, au lycée ou même à la fac. En général, on parle évidemment du régime nazi, on parle du communisme en URSS, on parle éventuellement de la Chine. On parle assez rarement de l'expérience politique qu'a été le régime des Khmers rouges au Cambodge. Et des origines françaises. Et des origines françaises, effectivement, bravo la Sorbonne. Effectivement, bravo la Sorbonne, bravo les années 50, bravo Sartre et compagnie, bravo Robespierre, bravo la Commune. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose quand même lors de cette émission. Sur ce, on arrive justement à sa fin. Et donc, je vous dis un grand merci pour votre attention. Je vous rappelle, comme chaque semaine, bien évidemment, que ces émissions, elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, sur X, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et voilà, aussi que nous avons réalisé un live la semaine dernière, si jamais vous ne l'aviez pas vu. Donc vous allez sur la page YouTube dans l'onglet live, dans l'onglet direct, sur la décision du Conseil d'État. On était très fâchés, voilà, sur la dernière décision du Conseil d'État qui vise les évaluations de l'ARCOM en termes de pluralisme. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur l'Institut des Libertés. À très bientôt. Merci.